Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clémence, qui est une amie et avec qui j'ai discuté de troubles anxieux généralisés. Dans cette conversation, nous évoquons tous les deux nos rapports à l'anxiété, la façon dont nous avons découvert nos troubles et la façon dont on a cherché à les résoudre avec l'aide de professionnels de santé. Dans cet épisode, il est question de traitements médicamenteux, il est question de pensées suicidaires, de situations qui déclenchent l'anxiété. Donc si vous êtes sensible à ce type de sujet, je préfère vous prévenir en début d'épisode. Ces sujets seront abordés parmi bien d'autres évidemment. Si vous êtes atteint ou atteinte de troubles de l'anxiété, j'aimerais dès l'introduction vous mettre en garde contre l'automédication, contre l'autodiagnostic. Je pense qu'il est vraiment très important de prendre l'avis d'un ou d'une professionnelle de santé, que ce soit psychiatre, psychologue, médecin. C'est très important aussi pour avoir un traitement et un suivi qui soit adapté à vos besoins. Parce que chacun est différent, que chacun va réagir de façon différente en fonction des situations. Voilà, c'est très important, vraiment. J'insiste là-dessus de ne pas chercher à résoudre les problèmes par soi-même, surtout pour un sujet comme celui-ci où on peut pas toujours faire confiance à son propre jugement. Je vous laisse avec notre conversation. Vous trouverez toutes les informations en description ainsi que tout ce à quoi nous faisons référence avec Clémence dans cet épisode. Les livres, les liens vers des applications qu'on vous recommande, etc. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Et en gros, l'idée c'est personnellement, j'avais pas suffisamment accès au ressenti de personnes qui avaient des troubles de l'anxiété. Et quand je ressentais des symptômes, quand je ressentais des trucs vraiment violents, parfois, ce qui me manquait, c'était des témoignages de personnes qui disent, bah ouais, j'ai ça, oui, je ressens ça, donc enfin, c'est pas que c'est normal, mais t'es pas la seule personne à vivre ça. Euh, et voilà, t'es pas fou, t'es pas folle. Donc ça, je pense que c'est important peut-être de le voir sous l'angle du ressenti et de comment ça se manifeste, ce que tu fais du coup dans ces cas-là, comment est-ce que tu adaptes ta vie, ce genre de choses. OK. Ça te va de parler de ce genre Ouais, ça me de va. truc? Ouais, ouais. Ok, trop bien. Dans un premier temps, est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, alors je m'appelle Clémence, j'ai 35 ans, je vis à Bordeaux. Je bosse, dans la com, on va pas en dire trop parce que je suis entre 2 jobs et s'ils me Mhm. gardent pas, tu vois? On va éviter Mhm. de trop s'avancer. Hem et j'ai toujours bossé là-dedans à l'exception de quelques années que j'ai pris pour faire une licence de psycho, ce qui peut, être une une information, utile après au regard de ce que je vais te raconter sur, moi, mon rapport à l'anxiété. Et et voilà, je fais du théâtre d'impro, c'est mon loisir principal. Enfin, j'en ai fait avant quand je vivais à Paris et là, ça fait 2 ans que je fais ça à Bordeaux. Ok. C'est cool, c'est un bon, c'est très thérapeutique. Thérapeutique vis-à-vis de l'anxiété, du coup? Ouais, 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 pour moi en tout cas, ça m'aide beaucoup. Et comment ça t'aide, du coup, vis-à-vis de l'anxiété? Déjà, bon, c'est un peu plus général que vis-à-vis de l'anxiété, mais je pense que ça m'aide vachement à, accepter un truc que j'avais le sentiment d'avoir qui est un peu enfin, qui en fait qu'on a tous à mon avis, qui est une forme peut-être de se sentir un peu différent, se sentir un peu chelou, un peu décalé parfois par rapport aux autres et en fait ça m'aide à accepter ce côté-là de moi et à voir qu'en fait ce côté-là de moi, il peut plaire, il peut faire rire, il peut me servir, hem, donc ça m'aide à être davantage moi-même dans des cercles sociaux et ça m'aide à dépasser, aussi à m'exposer quoi, tout simplement, à dépasser un trac que je peux avoir à chaque fois qui est naturel. Je pense que tout le monde a ça avant de monter sur scène. Alors je fais pas l'Olympia, hein, mais
Mais enfin, déjà monter sur scène dans un bar, devant un pub, c'est quelque chose pour moi et donc je pense que c'est un peu normal d'avoir le trac et ouais, et ça m'aide à m'exposer aussi à ce type de sensations qui sont, proches de ce qu'on ressent, du fait des troubles anxieux souvent. Ouais. Donc toi, tes troubles anxieux, tu dirais qu'ils sont axés, plutôt anxiété sociale? Non, pas vraiment justement. Ils l'ont été à une époque. Après si tu veux, enfin, pour te faire l'historique, Mmh. hem, je pense que j'ai un enfin, ça a pas été toujours linéaire, moi, mes troubles anxieux, mon rapport à l'anxiété. Hem, J'y réfléchissais tout à l'heure avant qu'on s'enregistre et je me disais qu'en fait, je pense que j'étais déjà une enfant assez anxieuse. Hem, je me souviens que je m'inquiétais beaucoup de certaines choses quand j'étais petite. Je m'inquiétais, par exemple, je m'inquiétais que ma mère disparaisse et je pensais à ça à l'âge de 7 ans, ce qui fait de moi un enfant peut-être un peu chelou, je ne sais pas, mais voilà. Donc ouais, j'étais un enfant facilement inquiet et après, vraiment mon premier tag, pour le trouble anxieux généralisé, parce que c'est plutôt ça moi, dont je souffre. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Mon premier tag, c'était, vers l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à entrer dans la vie pro, à une époque où en fait, j'aimais pas trop ce que je faisais. Je me sentais très enfermée du coup dans des choix d'études que j'avais pu faire un peu par défaut. J'étais pas, très bien par moments à étudier dans des villes où en fait, il y avait aucun de mes potes, et donc je me sentais un peu seule et ça a commencé là et ça, je pense que j'ai eu à l'époque, ça a duré, peut-être 4 5 ans. Au total, avant que vraiment j'ai l'impression de m'en être complètement débarrassée à jamais. Youpi, en fait, la vie est cool et tu avais pas besoin de te prendre la tête meuf et heu et ça m'est revenu, donc là, c'est mon deuxième épisode, si on peut dire. Ça m'est revenu, là, il y a 2 ans, à 33 ans, du fait, aussi, je pense, de certains événements de vie et du fait de choses liées à ma reconversion, mes études de psycho aussi. Hem mais ouais, j'ai assez longtemps vécu sans, alors je dirais pas sans anxiété parce que c'est une émotion normale, c'est comme de vivre, sans tristesse, c'est pas possible. Mais j'ai vécu sans, le sentiment, que ce soit un fardeau de ressentir de l'anxiété pendant assez longtemps. Il y a donc de l'espoir. C'est très bon à entendre, vraiment. OK. Et du coup, sur cette première, enfin, le premier épisode, je sais même pas trop comment appeler ça, je suis pas vraiment, expert là-dedans, mais le premier épisode anxieux, enfin, de trouble anxieux généralisé, Ouais, autour de 20 ans, comment ça se manifestait, pour toi? hem, ça s'est manifesté d'abord par déjà je ressentais beaucoup de stress dans mon boulot, je me sentais pas à ma place et ça me stressait énormément d'abord d'aller à ce boulot qui était un stage à l'époque. Me faisait bien chier à me prendre la tête pour une rémunération de 600 € à la fin du mois, mais bon bref. Hem Et là, ça a commencé par, à chaque fois que j'allais me coucher le soir, j'avais, une sensation de mort imminente, de des symptômes de crise d'angoisse. À l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était une crise d'angoisse, j'avais aucune idée de que c'était ça qui m'arrivait. Mais mais je me mettais à ouais, plus pouvoir respirer, et du coup, je paniquais, puis je au moment où je tombais dans le sommeil, je me réveillais en sursaut et du coup, j'ai commencé à penser beaucoup à ça, à me dire: «Mais en fait, il y a un truc qui va peut-être pas avec ma santé», à pas savoir si c'était, quelque chose de physique ou psychologique, même si bon, cette dichotomie-là, finalement, elle est, un peu arbitraire, mais voilà, et donc je commençais à beaucoup y penser, beaucoup penser à la maladie, j'ai commencé à développer une petite hypocondrie à ce moment-là. Et puis après, ça s'est manifesté, pour le coup par, des attaques de panique qui m'arrivaient en journée, hem, jusqu'à avoir, tout ce qui est déréalisation, et ça a été très compliqué parce que j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'avais jamais, rien lu, sur, le trouble anxieux. Ce que je connaissais de la santé mentale, c'était, la dépression et peut-être, Volodymyr Coucou, et Freud. Hem, donc c'était, en fait, je suis folle.
En fait, je peux en parler à personne parce que personne ne ressent ça. Je peux pas raconter, «Ouais, moi, tout à l'heure, j'étais dans la rue et j'ai l'impression de pas être vraiment dans mon corps et ça m'a fait paniquer», mais plus je paniquais et moins ça revenait, donc j'en parlais pas. Hem et ouais, j'étais persuadée de devenir dingue et donc du coup, j'allais pas voir de psy à l'époque parce que j'avais pas vraiment identifié, en fait, que j'avais ça. Donc j'allais voir mon médecin parfois en disant: «Ah, je me sens pas très bien». Il me filait une semaine d'arrêt. Lui non plus identifiait pas en fait que, que j'étais peut-être pas juste un peu stressée par mon boulot, mais qu'il y avait besoin, peut-être, d'une thérapie. Et ça pendant 2 ans, ça a traîné jusqu'à ce que, je tombe un jour en faisant des recherches, on est très fort les anxieux en recherche sur internet, «Vais-je mourir?» hem, «Vais-je mourir? J'ai très peur, mais alors que finalement mon médecin me dit que je vais bien», ou quelque chose de cet ordre-là. Et je suis tombée sur une vidéo de Christophe André, notre père à tous, hem et qui expliquait en fait, qui expliquait, les troubles anxieux. J'avais donc acheté son bouquin, hem, sur la psychologie de la peur, je crois, il s'appelle celui-là, qui est un pavé. Et en fait, ça a été un soulagement incroyable pour moi de me «Ah mais en fait, c'est ça que j'ai quoi». C'est pas, je suis pas folle, je vais pas perdre, possession de mes moyens, j'ai ça. Et déjà rien que le fait de pouvoir mettre un mot dessus et des premières pistes dessus, de ce qu'il fallait, faire pour que ça aille mieux, qui était évidemment tout le contraire de ce que je faisais, hein, parce que c'est pas du tout intuitif, l'exposition et cetera, enfin tout ce qu'on fait en thérapie contre l'anxiété. Hem, Ça m'a beaucoup aidée et à ce moment-là, je suis allée voir un psychologue, je me suis dit: «Ah, enfin, en fait, qu'est-ce qu'il fait ce Christophe André? Ah tiens, il fait des TCC, thérapie, cognitive et comportementale et cognitive». Donc je suis allée voir moi aussi un psy, qui était de cette obédience et à partir de ce moment-là, ça a été, une amélioration qui a pris du temps quand même parce que c'est long la thérapie, enfin, faut le dire et c'est parfois frustrant, ça prend du temps d'aller mieux. Mais à partir de ce moment-là, j'étais lancée dans un truc où, ouais, je retrouvais, espoir d'aller mieux et j'avançais, quoi. Donc ça, c'était mon premier ouais, 1er épisode, si on peut l'appeler comme ça. OK, très clair, ouais. Et du coup, enfin, je me retrouve à fond, dans ce que tu dis, évidemment. Hem, le fait de le moment où tu découvres ce que tu as, enfin, que tu comprends, avec ce livre-là, ça vraiment ça t'éclaire et c'est là que tu te dis, «Il faut que je consulte un psychologue»? Ouais, je me rappelle, anecdote assez marrante, j'allais pas très bien à l'époque évidemment et j'avais un ami proche, qui était au courant parce que souvent on sortait beaucoup à l'époque et moi ça sortait quand j'avais beaucoup bu, que j'allais pas bien. Et donc il m'avait ramassé à la petite cuillère, 2-3 fois en soirée, je lui disais: «Mais en fait, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai» et cetera et cet ami, pour me faire plaisir, m'avait organisé un week-end surprise. C'était vraiment une attention extrêmement adorable, sauf qu'en fait, pour moi, c'était horrible de ne pas savoir ce qu'on allait faire et de Ouais. me dire, en fait, «On va prendre l'avion, où est-ce qu'on va?» et tout ça et hem et en fait, il s'avère il m'avait organisé un week-end, au Pays basque pour aller voir un autre, ami, du même groupe, et c'était un week-end super cool, et je lisais, le bouquin de Christophe André dans le RER, qui m'amenait à l'aéroport et en fait, je me disais: «Ah mais en fait, enfin, je découvrais plein de nouvelles perspectives sur le fait de gérer mon anxiété ou changer ma relation à mon anxiété et qui ont pu me permettre de passer un bon week-end». Parce qu'en fait, je me suis dit: «Ah mais rien que d'apprendre que finalement je pouvais ressentir ça et en même temps passer un bon moment avec mes potes, et me dire que j'étais pas dingue», c'était ça m'a permis de gérer cette surprise, qu'il me faisait et c'était vraiment un beau cadeau, une belle preuve d'amitié, que ce pote fasse ça pour moi. Ouais, c'est trop bien, trop bien. C'est vraiment super important les potes dans ces moments-là, même s'ils comprennent pas, ce que c'est ou ils connaissent pas ou autre. Je trouve ça important, enfin, d'un côté, ils peuvent être un bon soutien quand ils sont à l'écoute, quand, ils sont, enfin, ils te connaissent et ils savent que là, ce que tu vis n'est pas normal ou que tu es pas dans ton «état normal» entre guillemets. Hem, toi, ça t'a aidé, à aussi à je sais pas, à comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas, peut-être dans tes relations sociales, tu as vu quelque chose qui changeait à ce moment-là?
C'est une bonne question que je me suis pas trop posée. Heu, Ça commence à remonter en plus, donc je me souviens pas très bien de ça. J'ai pas de Ouais, souvenir spécifique de changement. Hem, Moi j'ai toujours été assez pudique vis-à-vis de mon anxiété et encore aujourd'hui, hem, j'arrive à en parler quand je suis en maîtrise, comme là je t'en parle, mais si je traverse un épisode, je vais pas trop me confier. Si c'est un moment où je vais pas bien et cetera, je vais, avoir tendance à avoir envie qu'on me enfin, soit qu'on vienne vers moi, qu'on me demande, mais spontanément, je vais pas trop prendre la parole à ce sujet-là et parce que je pense que j'ai, une difficulté à montrer cette vulnérabilité que je peux avoir, à me montrer triste devant les gens, à me montrer anxieuse devant les gens. Hem, donc est-ce que ça a changé? Je sais pas, c'est un travail que je fais. J'essaye de montrer plus ce côté-là de moi et de me dire: «En fait, c'est OK et tes potes, ils t'aimeront toujours si, ce soir, tu pas, on fire, à faire, des blagues toute la soirée». Mais c'est pas évident pour moi. J'ai toujours l'impression que je dois démontrer quelque chose, que je dois être enfin, que je dois être cool. J'ai envie d'être cool pour qu'on m'aime et si je suis anxieuse et triste, je serai pas cool et on m'aimera plus. C'est ouais, un peu mon schéma mental raccourci, quoi. ok, ouais, je vois. Donc ouais, toi, je sais pas, c'est quoi ton rapport à ça par rapport aux autres? Tu arrives à dire, à tes proches, «Ah là, aujourd'hui, je suis très anxieux, j'ai besoin de ça». J'y arrive un peu maintenant, mais avec ma copine, j'y arrive. Mais faut vraiment que je rassemble un peu tout mon courage, entre guillemets, ou juste que je prenne vraiment le temps de bien respirer et comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, je le gère mieux, mais avant, j'y arrivais pas du tout parce que il y a eu plusieurs phases. La première, c'est quand je savais pas ce que j'avais. Et du coup, c'est très, très difficile de faire comprendre aux autres ce que tu as parce que tu n'as pas envie de dire, bah là, en fait, je crois que je vais mourir. Ou, là, en fait, je vais tomber dans les pommes. Et Bah ça non, paraît. tout va bien, voyons. Tu Bah vois bien non, qu'il y a pas de danger. ouais, exactement. Et le stress que moi-même, le formuler comme ça, dans ma tête, en fait, il y avait un combat intérieur dans la tête de j'ai envie de dire ça, j'ai envie enfin, d'exprimer ça parce que c'est ce que je ressens, mais il y a une autre voix dans ma tête qui dit mais c'est débile de penser ça parce que ça n'a pas de sens. Et du coup, impossible d'en parler à des gens à ce moment-là, quoi. Mmh. Et en fait, après avoir compris et après avoir travaillé sur le sujet, là, ouais, j'étais un peu plus à même d'en parler. Et à un moment, j'en parlais carrément ouvertement en disant, mais en fait, j'ai ça. C'est pour ça que je suis un peu chelou parfois. C'est pour ça que je refuse de venir à certains événements, certaines soirées, certains trucs euh, où j'ai des réactions qui sont un peu bizarres. Bah, c'est parce que j'ai ça. En fait, il y a un moment où carrément j'en parlais presque un peu trop. C'est vraiment too much information. Waouh! Salut, salut, j'ai un trouble anxieux généralisé. Au fait, je m'appelle Grégoire, tu vois. C'était un peu ça, quoi. Mais parce que je voyais ça comme une façon de me protéger du regard des autres en disant, bah, en fait, j'ai ça. Et j'essayais d'anticiper ou de devancer le moment où quelqu'un allait s'en apercevoir, Oui, ouais, ce qui en fait n'arrive que très peu parce qu'on est bien tous un sûr. peu focalisés sur nous-mêmes au final. Mmh. Tu pas peur de, ce que ça allait projeter sur toi? Enfin moi je sais pas, enfin, par exemple, moi si je me projette à ta place, je me dis qu'on va mettre sur moi une étiquette, un peu de pitié ou de tu vois, comme ce que peuvent ressentir les personnes qui sont malades et qui disent: «Ah bah, moi j'ai pas envie qu'on me voit comme une personne malade, j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi, est-ce que toi tu l'as vu comme ça? Je l'ai pas vraiment vu comme ça. En fait, je pense que à un moment, j'étais à un tel stade de ça va pas que je préférais vraiment qu'on comprenne plutôt que, enfin, pas forcément qu'on me comprenne, mais je- j'avais pas trop de problème à me montrer un petit peu vulnérable entre guillemets parce que je l'étais en fait. Et du coup, j'avais pas trop de problème avec cette idée-là. Et en fait, je pense qu'à un moment, ça s'est même tourné en fait, ils vont savoir que j'ai quelque chose qui est vraiment pas ouf et que personne n'a vraiment envie d'avoir. Mais je suis quand même là, je fais des blagues et tu vois. Et du coup, je sais pas, ça s'équilibre un peu. Mais au bout d'un moment, j'avais plus de trucs de performance en me disant, mais en fait, on est nombreux à avoir ça, on est extrêmement nombreux à... Enfin, on est une grande part des anxieux à ne pas en parler du tout, à le garder pour nous parce qu'on n'en parle pas autour de nous. Et en fait, plus j'en parlais, plus je trouvais des gens qui me disaient, moi aussi j'ai eu ça à un moment où je comprends ce Ouais. que tu vis parce que ça me parle, j'ai eu un peu différemment, mais j'ai eu ci, j'ai eu ça.
Et en fait, tu commences à voir à ce moment-là un peu des chiffres là-dessus, des stats qui sont, je sais pas trop comment elles sont faites et je sais pas à quel point elles sont fiables, mais tu as des stats de une personne sur cinq a été confrontée à une crise d'angoisse dans sa vie. Euh, il y a quand même des choses qui montrent que c'est un sujet qui est partagé par de nombreuses personnes et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast. C'est d'une part, je trouve que j'avais pas assez d'infos en tant qu'anxieux. J'avais pas accès à suffisamment de choses et même si tout ce qui est écrit par des psychologues, psychiatres, qui est évidemment ce qui devrait faire référence, parfois c'est difficile d'accès quand tu es dans un tunnel, quoi. Et c'est plus simple d'entendre quelqu'un qui parle simplement de son problème plutôt que d'aller comprendre qu'en fait c'est l'hypothalamus qui est déréglé et qui, tu vois, genre c'est bien Mmh. aussi d'entendre parler de gens qui parlent de symptômes, qui parlent de bah là j'ai cru que j'allais mourir, là j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'ai cru que j'avais peur de vomir devant les gens, ce genre de choses. C'est des choses que je trouve très tabou. C'est très difficile d'en parler à d'autres gens parce qu'il y a une gêne instantanée, mais c'est important. Donc voilà. Oui, ouais. Mais tu as entièrement raison, en fait, c'est toi qui es dans le vrai, je pense. Et tu vois, moi, c'est assez ambivalent parce que finalement, je trouve que c'est fantastique ce qui arrive avec la démocratisation des sujets de santé mentale en général, pas que l'anxiété. Que maintenant, il y a énormément de contenu là-dessus. Bon, parfois, malheureusement, des contenus qui sont pas toujours pertinents, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a le tabou, est moins présent. Hem, donc je suis très heureuse de ça et j'ai envie de faire partie de ce mouvement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je participe, tu vois, avec toi aujourd'hui. Et en même temps, j'ai ouais, parfois, je vais avoir le truc de: «Oh là là, ce soir, je me sens triste, mais je vais pas du tout le montrer». Parce que en fait, j'ai pas envie que les gens sachent, parce que j'ai pas envie que qu'on me qu'on me rassure, que machin. Parfois, enfin, tu vois, quand on parlait tout à l'heure aussi de ce que font les comment t'aides tes amis dans ce genre de moment-là. Je trouve qu'avec l'anxiété, c'est très difficile d'aider quelqu'un qui a de l'anxiété parce que c'est aussi très contre-intuitif. Je trouve que dans un premier temps, les gens, ils ont le réflexe de te rassurer. Il faut pas te rassurer parce que c'est ça enfin, ça aide pas. Ou alors ils ont le réflexe de rationaliser, ça ne fonctionne pas. Je te dis par exemple: «Bah non, enfin ce que je faisais toute la blague que je te faisais tout à l'heure, non, non, tu es pas en danger», mais enfin ce truc de: «Bah non, l'avion c'est pas dangereux», enfin oui, on le sait, mais ça n'empêchera pas que qu'on soit en PLS au moment de le prendre. Hem, donc c'est rare et je veux pas jeter la pierre auprès de mes amis qui ont été très présents, quand je leur ai demandé d'être là pour moi. Mais c'est rare que les gens, aient le bon réflexe, je trouve. Tu vois? Enfin, je l'ai pas très bien formulé, mais Non, non, mais heu, je comprends bien. C'est rare que les gens sachent comment réagir à ce type de situation et sachent comment accompagner quelqu'un qui a ces problèmes-là. C'est ça que tu voulais dire? oui, une bonne synthèse. Ouais. C'est vrai que c'est très contre-intuitif. Il y a, parce il y a le côté, tu, enfin, le côté rationaliser, essayer de comprendre, enfin, même pas essayer de comprendre, mais essayer de rassurer et de dire, mais non, ça va aller, euh, ça marche pas. Mmh, Et le côté, OK, on annule tout, OK, enfin, tu vois, on s'adapte à ton anxiété, heu, ça va marcher sur le moment, mais sur le long terme, c'est contre-intuitif aussi parce que, du coup, tu confortes aussi, la personne dans enfin, tu vois, je pense surtout à une relation de couple, a priori, si, c'est un peu ce que je disais dans le premier épisode avec Stéphanie, mais si le partenaire, le compagnon, bref, la personne qui accompagne, le la personne anxieuse s'adapte à son anxiété et dit: «Bon, bah, on sort pas ce soir, ni demain, ni, plus du tout», en fait. On conforte l'idée que, il y a un danger extérieur exactement. Ouais, et que, effectivement cette situation est dangereuse donc, on la valide un peu dans le cerveau en disant: «On va pas le faire parce que c'est dangereux, quoi». exactement. Tu vois, ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé il y a pas hyper longtemps. Je vais avec une amie au ciné et c'était un soir où j'étais pas très bien, j'avais été anxieuse toute la journée, enfin vraiment journée de merde, je pense qu'il fallait juste passer à la suivante. Mais bon, je me dis: «Bon quand même je vais aller au ciné, ça me fait du bien et ça va me faire du bien». Et j'en parle à cette amie parce que pour le coup, c'est une amie avec qui j'ai
que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai eu beaucoup de discussions très ouvertes, sur plein de sujets de santé mentale. Elle aussi a vécu, son lot de petites choses, pas très cool et heu et son réflexe, ça a été de me dire: «Souviens-toi qu'à tout moment, si ça va pas, tu peux sortir de la salle de cinéma». Et en fait, je c'est pas ça que j'avais besoin d'entendre parce que moi, je veux pas ancrer cette pensée. Je veux me dire: «OK, en fait, je peux être dans cette salle de cinéma avec mon anxiété et quand même et finalement, il y a pas de danger à être là avec mon anxiété devant ce film Ouais. et j'ai pas besoin de sortir» et si je commence à me dire: «Ah, en fait, je peux sortir», bah, c'est là qu'en fait, ça réalimente toute la machine, quoi. Ah ouais, OK. Ouais, c'est intéressant et en fait, ça, je trouve que c'est très parlant vis-à-vis de tous les scénarios qu'on se fait dans sa tête Mmh. en se disant, bah, là, peut-être que je pourrais sortir, mais en fait, non, il faut que je reste parce que et en fait, c'est tellement de double, triple pensée par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas d'anxiété et qui enfin, tout le monde a l'anxiété, mais qui n'aurait pas de trouble de l'anxiété et qui vit l'instant. Je sais même pas trop comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui n'a Ah pas ouais, ça ces a l'air pensées génial. automatiques. Franchement, ça a l'air cool. Ouais. Mais, Ah, je vais aller chercher un popcorn, OK. Enfin, tu vois? bah et voilà, je suis allé chercher mon popcorn. Ah, c'est Ouais, bon, c'était ouais. l'air si simple. Mmh. Ça a l'air Mais, chiant, mais mieux, mais plus agréable. alors que nous, c'est, bah, je vais aller chercher du popcorn. J'espère qu'il y a pas trop de queue. Oh là là, je vais rater le début du film. Et en plus, je capte pas dans le ciné, donc je peux pas prévenir mon pote et puis je vais déranger tout le monde quand je vais rentrer. Voilà, Ouais, exactement. Peut-être que quelqu'un aura pris ma place couloir, que je voulais absolument parce que je peux me lever à tout instant. du coup, je pourrais plus sortir Ouais. ou alors j'aurais besoin de sortir parce que peut-être dans le film, il y aura une scène qui va m'activer émotionnellement et du coup, je vais devoir déranger tout le monde au milieu d'une scène, clé du film. Oh, here it is. Timmy, look, will you and Lassie wait out here first, please? We'll just be a minute. Okay, Mom. All right. Well, hello there. You getting your shopping done? Donc on parlait d'anxiété, non? Je crois que c'est ça? Oui, je crois, ouais, je crois, Moi, bizarrement. du coup, ça m'intéresserait de savoir, en gros, tu me disais que tu avais eu 2 épisodes différents de troubles, anxieux Ouais, généralisés. Hem, heu, En gros, comment ça s'est passé après le premier dont tu m'as parlé? Genre, c'est avec la TCC que tu as retrouvé ouais, une vie, entre guillemets «normale». mmh. OK. Ouais, j'avais vu, j'ai vu, le psy qui me suivait à l'époque, qui était un psy, formidable, qui a fait que je porte en haute estime parce qu'il a fait beaucoup pour moi du coup, et hem et avec ce psy, on a ouais, non seulement on a traité ça et en plus à la fin on faisait beaucoup d'exercices de psychologie positive. Donc porter son attention sur les émotions positives, sur les petites choses, c'est un peu cucu de le dire comme ça, mais les petites choses qui font la beauté de la vie, quoi. Les petits papillons et les sourires des amis et en fait, ça marche pas trop mal non plus ça je me souviens qu'après ça, j'ai eu une phase de vie, où au contraire je me sentais hyper heureuse, quoi. Enfin vraiment, je me disais: «Ah, je me suis sortie de ça et puis je suis fière de moi parce que j'ai surmonté ce truc», et je me sentais forte de ça, et j'avais l'impression de ouais, de beaucoup profiter de la vie quoi, et enfin je me souviens de moments, très cons, mais je me souviens d'un jour où je suis dans le train, c'est le week-end, je vais chez ma mère, je regarde le paysage, c'est joli et je ressens une joie immense et ça c'était trop cool, c'était ma période maturicard un peu. Ça a pas duré assez longtemps à mon goût, mais ouais, on avait fait voilà un travail, qui allait au-delà de guérir l'anxiété, hem et qui m'avait fait beaucoup de bien. Et dont j'ai eu les bénéfices quand même assez longtemps et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que de l'époque de cette thérapie, j'ai commencé à lire pas mal, de bouquins de psycho, m'intéresser à la psychologie positive, aux thérapies comportementales. Mon psy me recommandait pas mal de choses, pas mal de lectures et je me suis dit: «Ah en fait, c'est intéressant, c'est cool, ça me plaît bien». Puis au fond, ça m'a toujours un peu intéressée la psychologie, et du coup, j'avais repris des études. Puis j'étais pas très épanouie dans mon job. Donc c'était pour moi une piste de me dire: «Ah bah tiens, je pourrais aller explorer ça et puis peut-être un jour, faire une reconversion là-dedans», on ne sait pas, mais
Donc j'avais, commencé une licence de psycho en parallèle de mon job et à la fin de ma première thérapie. J'avais eu ma L1, après j'avais essayé de faire ma L2 tout en bossant, mais c'était compliqué parce que, bah, plus on avance dans les études, plus c'est prenant et ça impliquait, de passer mes soirées, sur un ordi à bosser alors que c'est déjà ce que je faisais de mes journées. Donc au bout d'un moment, c'était un peu usant et du coup, j'ai pas continué cette deuxième année, mais c'est resté dans ma tête qu'en fait, ça me plaisait la psycho, qu'en fait, je trouvais que c'était un métier formidable, d'être psy et si je pouvais un jour avoir, bah, l'impact que mon psy avait eu dans ma vie à moi sur la vie de quelqu'un, j ne serait-ce que d'une personne, bah, j'aurais fait quelque chose qui a du sens, sur cette terre, quoi. Je me disais vraiment ça Ouais. et du coup, j'ai continué à quelques années, à bosser, dans mon ancien job, mais tout en ayant cette idée-là en tête et un jour, les opportunités ont fait que c'était le bon moment pour moi de me lancer là-dedans et ça, c'était il y a 3-4 ans. Je me suis installée à Bordeaux avec, mon mec que tu connais un petit peu et je me suis mis à plein temps dans mes études. Donc j'ai fait ma L2 et ma L3 de psycho et ce qui s'est passé, heu, c'est un truc que je m'explique pas encore très bien. Je pense que je fais encore un cheminement d'essayer de un peu de comprendre ce qui s'est passé. Donc déjà, c'était enfin, époque pas évidente, je m'installe dans une ville où je connais personne, période covid, à la fac, à 33 ans avec, des gens qui en ont 19, dans un truc, plus instable quand même parce que, ouais, je suis dans une reconversion, j'avais la chance de toucher le chômage et d'avoir, voilà, une somme qui me permettait de vivre, quand même très bien. Donc j'étais loin d'être à plaindre, mais je ressentais quand même, bah, le fait que c'est une situation un peu plus instable pour moi quand même par rapport à un CDI avec un salaire, chaque 28 du mois. Hem et mais ceci dit, gros kiff. 1re année, je m'épanouis énormément dans mes études, j'apprends plein de trucs, j'adore ça. Je réfléchis pas trop encore à ma projection en tant que psy parce que ça me paraît loin. Mais je commence à prendre conscience qu'en fait, ces études dans lesquelles j'étais partie la fleur au fusil en me disant: «De toute façon, les gens qui font psycho, ils fument des pétards et ils font des bolasses et ils doivent travailler environ 5 heures par semaine». Je me rends compte que c'était pas du c'est enfin, évidemment, je savais que c'était pas ça, je caricature, mais je m'étais dit: «Bon, ça va être facile, je vais pas avoir des trop grosses semaines, tranquille» et en fait, c'est pas si tranquille que ça et je me rends compte aussi que pour, être admis en master en psycho, notamment en master, clinique, qui était ce que je voulais faire, il faut sacrément bosser pour avoir un bon dossier après avec, pas seulement valider ses partiels, mais avoir, de bonnes, voire très bonnes notes, les expériences de stage qu'il faut, le parcours cohérent et tout. Donc là, je commence à me mettre un petit coup de stress, en fait, à me dire: «Ah ouais, en fait, là, la L3 va pas falloir, déconner et il va falloir taffer». Donc je me mets à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les études de psycho, ça ressemble un peu, dans une moindre mesure aux études de médecine parce qu'il y a énormément de par cœur, en fait, d'apprendre, les structures cérébrales, d'apprendre, des chiffres, liés à différentes, pathologies du DSM, qui est le manuel, un peu la bible des psys, dans lequel il y a tous les différents troubles qui sont expliqués. Hem, donc beaucoup ouais, beaucoup d'apprentissage par cœur, de temps passé à rendre des dossiers, et en parallèle, je fais mes premiers stages et en fait, mes premiers stages, donc ce que j'ai juste envie de partager, c'est que mes premiers stages me remettent beaucoup en question, par rapport à cette perspective-là de devenir psy, et me font me rendre compte qu'en fait, c'est une chose d'aimer ça académiquement, ce que j'apprends, c'est une autre chose de vouloir enfin, de me projeter dans ce métier. Donc à ce moment-là, en fait, ça commence, à être, difficile pour moi de faire ces études-là parce que, je me sens moi-même pas bien, donc je me sens de moins en moins en mesure d'accompagner des gens. Je pense qu'il faut être bah, voilà, pour être capable de faire ce métier de psy, il faut, être capable de sacrément travailler sur soi, en fait. Et là, je me sens très submergée par le fait que je retrouve, des symptômes anxieux que j'avais avant, que je pensais que je vivrais plus jamais. Hem, et en même temps, je me sens très stressée parce que je veux finir mon année, je veux avoir mon master. Donc je continue à bosser, bosser, pas prendre de temps pour moi, pas prendre de temps pour intégrer mes expériences, réfléchir. Hem, mais je me dis voilà, je me mets dedans à fond, hem
Je commence à faire des crises d'angoisse un peu de nouveau en cours. Je me rappelle d'une fois en amphi où j'ai besoin de sortir d'un amphi. En plus, je me suis foutue au premier rang parce que je suis une bonne élève, parce que parce que voilà, Hermione Granger, qui est au premier rang évidemment, mais ouais, j'ai besoin de sortir de cet amphi et parce que ouais, j'ai la tête qui tourne, je vais pas bien, je sais que c'est une attaque de panique, mais je peux pas rester là, quoi. Hem et heu et je finis mon année de psycho vraiment sur les rotules, heu, dans un truc qui est un peu entre, le trouble anxieux et la fatigue, de surmenage, et en plus un questionnement existentiel. Est-ce que je veux vraiment faire ce métier? Est-ce que je suis assez forte pour le faire? Je pense qu'à ce moment-là, j'idéalise beaucoup ce métier. En fait, je mets les psys, sur un piédestal à me dire: «En fait, les psys, c'est des gens qui ont pas de problème, ils gèrent trop bien leurs émotions, ils sont trop, trop forts». Ce qui en fait, est pas si vrai que ça. Enfin, les psys sont des humains. Il y a des psys qui aussi souffrent de certains problèmes de santé mentale, ça les empêche pas d'accompagner très bien des patients. Voire au contraire, en fait, ça leur permet, de développer une, peut-être plus grande empathie parce qu'eux aussi ont traversé des difficultés. Hem, mais bon bref, je finis mon année, j'obtiens ma licence, je fais mon dossier, de master, de psycho, et j'apprends, 2e semaine de mes vacances que je suis admise en master et à ce moment-là, je suis pas si contente que ça. Bizarrement, je me dis juste, je ressens, un peu de fierté, mais pas trop de joie de me dire: «Ah tiens, je vais faire ce master et je vais pouvoir, faire de la psy clinique». Mais bon, je me dis: «Voilà, tu es crevée, tu juste besoin de prendre des vacances, donc cette année, tu bosses pas l'été comme tu avais fait entre la deuxième et la troisième année, mais tu te détends, quoi». Donc je me détends. Finalement, ça se passe pas trop mal. J'ai encore un peu d'anxiété, mais finalement, comme, je suis pas trop confrontée à ce qui est problématique pour moi à ce moment-là, j'arrive à quand même kiffer mes vacances, à la campagne, entre potes, voilà, en famille et en fait, au moment de reprendre, mon master, hem, je vais, 1 semaine en cours et là, je me rends compte que je peux pas, en fait. Que je suis encore complètement dedans, que ça m'angoisse énormément d'être juste assise dans une salle pendant 2 heures, de laquelle je peux pas sortir. Qu'en plus, on va parler de sujets qui vont m'activer, que j'ai pas la force de faire un master, d'écrire un mémoire, et en fait, j'arrête. Au bout d'une semaine, je dis à mon mec, en fait, bah, non, quoi, c'est non. Je me rappelle, je vais à Paris à un festival. Du coup, bref, et en fait, tout le week-end, je dors pas. Je cogite, en même temps, je suis avec des potes, je fais un peu la fête, donc j'en parle beaucoup et en fait, je rentre, le dimanche soir, je dis à mon mec, «En fait, j'arrête» et il me dit: «Ah bon, mais tu rigoles, tu vas pas arrêter maintenant? Enfin, tous les efforts que tu as faits et tout». Lui, m'a beaucoup accompagné là-dedans, donc c'est aussi investi, émotionnellement pour ce projet de reconversion que j'avais et je dis: «Mais en fait, non, bah, je peux pas, quoi» et donc j'arrête. J'arrête, je me retrouve, sans projet, sans chômage parce que, bah, mes 2 ans étaient cramés. Donc dans une situation un peu, au début, je me sens soulagée, mais très vite, je me rends compte que, bah, ça va pas du tout aller mieux parce que j'ai aucun projet, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. C'est le début de l'hiver, c'est triste, et ouais, là, c'est un moment, de ma vie qui est assez difficile, quoi, où je suis très déprimée, je sais pas si on peut dire dépressive, mon psy me dit que non, moi j'ai envie de dire que oui, mais bon, voilà, mais ouais, où je vais pas très bien et j'ai mis un certain là, j'ai mis un certain temps à remonter cette pente-là. Ça, c'était il y a 2 ans. Heu, Là, maintenant, je vais mieux, je vais beaucoup mieux. J'ai fait, donc je suis en thérapie depuis cette époque-là. J'ai aussi un psy qui est super, qui m'aide beaucoup. Hem, Maintenant, j'ai plus de crise d'angoisse, j'ai plus trop d'anxiété, à un niveau symptômes physiques lourds. Je peux faire tout ce que je veux de ma vie, je pense. Enfin, je me mets plus de barrières et j'interdis mon anxiété de m'empêcher de faire quoi que ce soit et c'est un point d'honneur que je me suis mis, que je la laisserai pas gagner. Mais à un niveau, des pensées, plus du cognitif pour moi, des ruminations et tout, c'est encore difficile et c'est encore difficile, dans le sens, on va regagner la même qualité de vie que ce que j'ai pu avoir à une époque où c'était trop parfait et tout. Je suis encore en travail pour ça. Voilà, mais bon, j'ai bon espoir, ça va le faire. C'est long, juste. C'est long. C'est ce qu'il faut savoir, quoi. C'est long avec ces problèmes-là.
Ouais. et je pense qu'on a l'habitude que tout se fasse vite, hem, enfin, c'est un peu cliché, hein, ce que je vais dire, mais on est dans un monde où tout va très vite et quand, Je sais pas si tu vu les là, il réseaux s'agit sociaux, c'est ouf. ouais, voilà, les réseaux sociaux et non et quand il s'agit enfin, finalement, se remettre d'un trouble anxieux, ça veut dire, changer ses structures, cérébrales, et en fait ça, bah, on est plastique, on a énormément de chances de l'être, mais malheureusement ça se fait pas en 2 jours, hem et c'est enfin, je sais que d'ailleurs il y a énormément de trucs maintenant, enfin moi du coup, en parlant des réseaux sociaux, je suis beaucoup de comptes qui parlent de santé mentale en général ou de neurosciences parce que ça m'intéresse, d'anxiété aussi parce que, bah, à un niveau personnel ça m'aide. Je suis, targetée tout le temps par des trucs, genre, somatic workout, heal your trauma, bla, tu vois? Hem, des trucs qui me disent qu'en 3 semaines, grâce à un ballon de yoga, je vais pouvoir, me libérer de tous mes problèmes et c'est très tentant de le croire et voilà, mais en fait, je pense qu'il y a certains trucs qui peuvent soulager. Évidemment, tout n'est pas acheté dans le yoga, la respiration, ce sont des très bons outils, mais malheureusement, il faut se méfier quand on nous dit, «Prenez ces gommes et en 3 semaines, vous irez vraiment super bien». C'est faux, Ouais. Ouais. à mon avis, à mon humble avis. Ouais. J'ai pas testé, mais j'en doute fort et il y a énormément de choses sur lesquelles on peut, énormément de choses qu'on peut un peu, contester, dans ce qu'on voit, des gens qui vendent des thérapies alors qu'ils ont aucune formation, de thérapeute, qui, parce qu'ils s'en sont sortis, eux, vantent le fait que, Oui, c'est ils clair. sont Ouais, capables de soigner tout le monde. ouais, C'est vraiment super dangereux et tous les produits un peu «miracles» entre guillemets, bon, bah, c'est si on ne repose que là-dessus, c'est dangereux, quoi. mmh, Après, chacun a ses choses, un peu en plus de la thérapie, j'ai envie de dire. Il y a oui, tu certaines choses la auxquelles on boîte se à outils. raccroche, voilà, Ouais, des choses auxquelles on peut se raccrocher parfois, des petites béquilles, plein de choses, certains, vont faire attention à ce qu'ils mangent, d'autres, vont, avoir de la spiritualité, des choses comme ça. Bon, c'est juste, effectivement, je te rejoins sur le fait que, dès qu'il y a des solutions miracles qui sont proposées ou, si tu fais que ça pendant 3 semaines, tu iras beaucoup mieux et tu seras plus jamais anxieux ou anxieuse, ouais, ça, j'y crois pas trop, quoi. non, Mmh. ouais et Il c'est faut généralement, c'est des trucs, c'est très cher derrière. ouais, Mais c'est bon, on se ça. dit après tout, qu'est-ce que 100 balles pour, se libérer de ça? Pas grand-chose, mais bon, garde tes Mmh. 100 balles, enfin investis-les, auprès d'un psychologue ou d'un Ouais, psychiatre, quelqu'un qui a un diplôme de préférence. de ouf et si, le psychiatre ou psychologue, c'est encore trop cher ou trop compliqué ou trop, commence par peut-être par un bouquin parle de ça, qui parle Oui, oui, de ces sujets et puis derrière, ouais, comme c'est ça quoi? le Comme truc. les accords Toltec? D'accord, Toltec. Je rigole. Moi, je suis très après je suis enfin, j'aime bien me foutre de la gueule de la spiritualité après enfin, non, pas de la spiritualité, de ça, quoi, du rayon développement personnel. Ça m'énerve donc voilà. Ouais, ça, je trouve que c'est un sujet super intéressant parce qu'il est à la fois assez touchy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ça et je pense qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent et qui, se retrouvent dans certaines de ces choses, parfois spirituelles, ou autres. Mais je sais que, enfin, tous les deux, on partage un certain sarcasme envers, certaines choses qui nous paraissent un petit peu trop farfelues ou qui paraissent un petit peu, voilà, charlatans et tout, charlatanesques, je sais pas trop comment dire ça. Hem, comment est-ce qu'on fait confiance à, la psychologie, positive? En disant, «Là, si je fais 4 sourires ce matin», Mmh. c'est pas vraiment ça, mais genre, il faut que je pense très, très fort à ce qui va bien se passer pendant ce week-end et c'est ce qui prendra le pas sur mes idées négatives, par exemple. Ça, tu as réussi à à accepter ce genre d'exercice avec un psy, facilement? Hem, déjà, moi j'ai confiance quand il y a un cadre scientifique derrière. Alors je dis pas que tout ce qui n'en a pas est forcément acheté, mais c'est ma manière de voir les choses et ça aurait été ma manière aussi de travailler avec mes patients si j'avais été psychologue. Heu, j'ai besoin qu'il y ait des études qui valident, les choses qu'on me propose de faire, les thérapies qu'on me propose de suivre. Je
j'ai pas forcément le temps ou même, le background scientifique suffisant pour aller bouquiner, toutes les études systématiquement, mais bon voilà, je vais quand même, généralement vérifier que c'est un petit peu sourcé, ce que je lis, ou ce sur quoi je m'appuie. La psychologie positive, en l'occurrence, c'est un domaine de la psychologie et il y a des études là-dessus. Enfin, c'est pas, c'est pas que du bêtement, enfin, c'est pas que des conseils, un peu cons, Sourire à la vie, quoi. voilà, exactement. Et ceci dit, c'est pareil, enfin, parfois, parfois, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, tu vois, il y a un truc qu'on lit souvent, qui sont, «Tes pensées shape, ta réalité. Tes pensées donnent forme à ta réalité». Je trouve que c'est un truc que tu vois grave dans les trucs là, les pseudo-comptes, Instagram, de bien-être ou de développement personnel. Je trouve que dit comme ça, c'est faux et c'est très culpabilisant. «Ah bah, en fait, je vais mal, ah bah, c'est à cause de mes pensées parce que je suis un con, j'arrive pas à penser correctement». Mais en même temps, c'est pas complètement faux parce que, travailler sur les pensées et sur les croyances, hem, ça peut permettre d'aller mieux. Orienter ses pensées vers des choses plus positives, par exemple. Donc c'est quand même plus compliqué que ça et en fait, dans les bouquins de psychologie positive, je pense au truc, 5 kiffs par jour, ce genre de trucs-là, il y a pas forcément que des conneries. Donc il y a du bon dans ces rayons-là. Il y a des trucs, enfin, tu vas avoir, le bouquin, du psychiatre machin, peut-être hyper carré. Tu vas avoir le bouquin, qui vulgarise, mais en fait, qui est basé sur bah, des choses, qui fonctionnent et puis après tu vas avoir des trucs qui sont, pour moi purement de l'ordre de la croyance et de la spiritualité et c'est OK en fait d'avoir une spiritualité, d'avoir des croyances, heu, à titre personnel, je suis pas quelqu'un qui, j'ai des croyances évidemment comme tout le monde, mais je suis pas quelqu'un qui se tourné vers la religion ou des choses comme ça, mais je le respecte et c'est le choix de chacun. Simplement, pour moi, il faut savoir où on se situe. Est-ce que là, je suis dans la santé? Est-ce que là, je suis dans quelque chose qui va vraiment me faire du bien? Ou est-ce que je suis dans la spiritualité et voilà, enfin et vendre l'un à la place de l'autre, c'est ça qui me gêne. Ouais. Bah, je sais pas si c'est clair, mais Si, si, je pense que, enfin, si je comprends bien, c'est, on peut pas se dire, enfin, tout le monde est libre de trouver son réconfort et son soutien dans une spiritualité ou une croyance oui, qui lui carrément. correspond et qui lui va. Mais de la part de ceux qui les prodiguent, c'est ne pas faire passer ça pour des solutions miracles ou pour de la science ou pour des choses qui sont irréfutables, quoi. Tu parlais d'un livre juste avant. Est-ce qu'il y a des livres, en plus de donc 5 kiffs par jour, mais des livres qui t'ont aidé à peut-être à mieux comprendre, à, à lutter contre tes angoisses ou à vivre avec? Plus récemment, pas trop. J'ai moins bouquiné, de trucs qu'à l'époque, où je te dis, je lisais pas mal, des trucs, ouais, beaucoup de Christophe André et je pense, bah, pour le coup, enfin, moi, j'aime beaucoup ce mec et son travail et je pense que c'est une source, très fiable et très accessible. Moi, plus récemment, je lis beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux plutôt. Et donc il y a des psys, qui font du super job aussi, et je consomme plutôt ça que des bouquins. Hem, je sais qu'il y a une psy sur Insta qui fait un taf hyper cool, et je sais que j'ai vu que tu la suivais aussi. Bérénice Lefebvre Ah oui. et enfin vraiment elle donne enfin ouais, je pense qu'elle donne des conseils très pertinents, mais c'est très TCC, son approche. Hem
Et après, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est un mec qui s'appelle Drew Linsalata, qui a un compte qui s'appelle The Anxious Truth. Un peu difficile à dire ce mot sans accent de merde. Il a à la fois un compte Insta, je sais qu'il a écrit des bouquins, mais que j'ai pas lu. Et il a un très bon podcast qui parle d'anxiété, où il a souvent des invités qui sont des psychologues. Lui, c'est quelqu'un qui est en formation pour devenir psy et qui a souffert de troubles anxieux dont il parle assez facilement. Donc, il a une démarche peut-être un peu similaire à la tienne, où il va mieux. Voilà, si je peux me permettre de dire ça à ton sujet. Tu peux. Du coup, il donne la parole à des personnes, voilà. Mais la différence, c'est que lui, ça va être vraiment sur des sujets, je sais pas, type la phobie sociale, voilà. Ouais. Et lui, il fait un super contenu. Bon, après, voilà, c'est en anglais, mais pour les Ah oui, c'est personnes, en je anglais, le ouais. recommande. Ouais. Et il Yes. y a aussi un type qui s'appelle Anxiety Josh sur Instagram que je trouve assez intéressant. Ok, trop bien. Bah, trop cool. Je mettrai ça dans la Donc pas description lui, du coup. désolé, je lis pas. Non, si je lis beaucoup, mais pas ça en ce moment. Non, J'essaie non, de mais lire des trucs j'ai demandé qui bouquin, mais en fait, c'est cool. ouais, Peu importe, ça peut être mmh. un compte Instagram, effectivement, une série, un film. Je rêve d'une série où il y a différents types d'anxieux ou différents types de santé mentale. Enfin, je sais pas, je trouve j'aimerais beaucoup voir plus de contenu sur des sujets comme ça. Bah oui, moi aussi, c'est clair. Et qu'ils n'aillent pas forcément dans l'extrême de, en fait, je suis à l'extrême de telle ou telle condition de santé mentale et il se passe des trucs de ouf. Et j'aimerais bien que ce soit quelque chose de plus, je sais pas, de plus les pieds sur terre, quoi. Genre. Ouais, plus réaliste dans le sens où Ouais, c'est ouais, un peu, exactement. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, je trouve qu'on en trouve Ouais, de plus en plus, notamment un peu dans le tu vois, les séries pour ados, que tu peux avoir, où ouais, c'est un sujet, mais c'est pas tout le sujet. Après, moi, sur l'anxiété, j'ai pas trouvé ça. hmm, Mais en tout cas, peut-être plus sur la dépression ou le les TCA aussi, troubles de comportement alimentaire. Je trouve qu'on ouais, c'est mieux traité qu'avant, ces sujets-là. ouais, Hem, donc ça viendra, sinon il faut que tu fasses ouais, grave. Vas-y, je vais ta devenir ton réel. ta série. Ouais. Ouais. Je rêve d'écrire, mais réel, c'est pas encore ça. Mmh. Ouais, peut-être un jour. Et je sais plus, ça me faisait penser à un truc, mais j'ai oublié. Je voulais bon, je sais plus. Ah oui, tu sais que dans le prochain Vice Versa, il y a l'anxiété. Ah ouais? Ouais, Mais ils vont qui faire, je va savais même pas qu'ils faisaient un nouveau vice-versa. et si, bah, alors c'est mon psy qui m'en a parlé, mais alors il est extrêmement excité par la perspective de voir comment l'anxiété est représentée dans Vice Versa, tu vois? C'est marrant. Je pense ça C'est va être à qui? cœur. Parce qu'il adore Pixar, hein. Peut-être, non mais oui et du coup, il y a l'anxiété, il y a une autre, émotion, tu sais, qui fait pas partie des 4 émotions, un peu cardinales, là, je sais plus comment on les appelle. Ouais, Je suis très curieuse de voir comment ça va être traité, pour le ouais, coup. ouais, Je carrément. sais pas quand ça sort, Bah, on va scruter mais ça. Mais ouais, ouais, je suis chaud pour voir ça. Ça m'intrigue beaucoup aussi. Quand mmh. plus je vois des représentations de l'anxiété, tu vois, et il y a Florence Foresti qui avait fait une série là-dessus, sur l'anxiété. Après, c'était sur Ah ouais, elle-même. je connais pas cette série. Je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve le titre. Je le mettrai aussi dans la description. Et il y a une BD plutôt pour ados qui est fait par un auteur qui s'appelle Théo Grosjean, que j'aime beaucoup, qui a fait une BD qui s'appelle L'homme le plus flippé du monde, où il parle de son anxiété au quotidien. Et une autre qui s'appelle Elliot au collège. Et en fait, c'est un petit garçon, Elliot, qui vient Oui, avec son anxiété au collège. oui, oui, ouais. C'est un petit bonhomme, et c'est trop bien. Elle est géniale cette BD, et pour les ouais, comprendre ça quand tu es, ado, moi j'aurais rêvé d'avoir ça à l'époque, en fait. C'est ça, ça a l'air vraiment bien. Je l'ai pas lu encore, mais ça a l'air vraiment cool. Donc ouais, une autre référence si jamais vous avez un ado qui est anxieux, ça peut être intéressant. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager là-dessus? Est-ce que tu avais autre chose en tête? Heu, ouais, je sais pas. Moi j'ai l'impression que un truc qui est du coup ça va être complètement décontextualisé, mais, un truc qui pour moi est important dans mon anxiété,
Et dans mon cheminement, c'est de me dire que en fait, quel que soit le thème de ton anxiété, quel que soit ton truc à toi, que ce soit, en fait, moi j'ai peur de tomber malade, que ce soit, j'ai peur de me rendre ridicule devant les gens, en fait, tout ça, c'est globalement assez similaire et finalement le thème importe assez peu et moi, c'est un truc, qui est important pour moi parce que moi, c'est beaucoup, je te l'avais dit une fois par message, ce que je ressens, c'est un peu souvent des trucs de: «Ouah, j'ai des espèces de questions existentielles, un peu ridicules, un peu adolescentes de: "Ouah, mais pourquoi on existe et c'est quoi le sens de notre vie? Puis est-ce qu'un jour je pourrais être heureuse sur cette planète? Puis en plus je vieillis là et puis est-ce que" enfin, ça c'est un truc qui me ouais, je pourrais m'auto-alimenter des heures là-dessus, tu vois? Et en fait, bah, ouais, pour le coup, l'anxiété, c'est souvent de l'intolérance à l'incertitude. Là, sur le pourquoi vit-on sur terre? Globalement, assez peu de personnes ont de certitude et puis on pourrait, lire des tas de bouquins de philosophie que ce serait très intéressant, mais on n'aurait toujours pas la réponse. Hem, mais finalement, c'est juste de l'anxiété et moi, ça m'aide de me dire, heu: «Il faut pas que tu essayes de trouver ces réponses-là. Elles viendront peut-être d'elles-mêmes, de trouver un sens à la vie, de trouver tout ça. Elles viendront sûrement d'elles-mêmes, mais c'est pas en ruminant là-dessus que ça va marcher Ouais. et heu et parfois on a tendance à, enfin, moi je sais qu'au début je cherchais spécifiquement des gens qui étaient nourris par les mêmes types de trucs que moi et si quelqu'un me disait: «Ah ouais, moi je suis anxieux, mais c'est parce que, je sais pas, je suis anxieux au sujet de ma situation financière», j'en sais rien. Je me disais: «Ah ouais, mais c'est pas tout à fait pareil que moi» et en fait, je crois que c'est faux. Enfin, c'est finalement, on a tous les mêmes mécanismes et l'objet de tes ruminations, c'est peut-être secondaire. OK. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. C'est Ouais, je trouve mon ça sentiment aujourd'hui. C'est un très truc qui m'aide. clair. Je suis désolé, ça va couper dans quelques secondes. Ah merde, OK, On pardon. on fait un troisième lien ou pas? Oui, hein? Ouais, vas-y, au moins on se dit au Ouais, revoir ouais. comme ça. Bah, ouais, Va te laisser comme ça. c'est sympa. On revient tout de suite. OK. À toute. Rouge piéton, rue d'Antin. Rouge piéton, rue d'Antin. Rouge piéton, rue d'Antin. Du coup, ouais, sur c'est trop con que ça ait coupé juste avant, parce que c'était une vraie trop bonne pensée, je trouve que tu avais, sur le fait que, si bien compris, c'est pas tellement, la raison de la peur qui joue, mais c'est plus sur le mécanisme de la peur qu'il faut trouver je sais pas, un genre d'équilibre ou on peut en fait contrôler ses propres pensées, enfin, pas contrôler ses pensées, mais on peut les gérer différemment. C'est ça que tu voulais dire ou? Hem, je sais pas si c'est gérer ses pensées, parce que je pense que ça marche pas trop de gérer ses pensées. Je pense que c'est juste une manière de les mettre à distance, en se disant: «En fait, cette pensée-là, qui paraît si importante», en l'occurrence, enfin, moi, je pense souvent, «Faut que je trouve un sens à ma vie» et ma vie, parfois, elle manque de sens et voilà, c'est des choses qui, au final, sont vraies. Enfin, voilà, j'aimerais trouver un épanouissement professionnel. Hem, je suis en chemin par rapport à ça, mais comme beaucoup de monde, en fait et c'est OK. Mais en même temps, ça a pas à me enfin, c cette pensée-là, elle est qu'une pensée et c'est pas en la triturant dans tous les sens que ça va marcher. C'est par l'action que je trouverai des choses. C'est par le fait de continuer mon chemin que finalement cette, question-là, elle va se résoudre toute seule et et cette pensée, elle est alimentée par l'anxiété et là, à ce moment-là, c'est pas trouver la solution à la question générée par la pensée parce que sinon ça part en boucle dans des «et si», mais «et si je trouve jamais? Et si je trouve jamais? Bah, je vais devenir dépressive et si je suis dépressive, je vais me suicider et si» enfin, tu vois? Moi, c'est ça, hein, mes trucs. «Et Mmh. si je me suicide, mon mec et ma mère, ils seront malheureux», enfin
et pas que eux, mais eux peut-être en premier lieu et ça devient intolérable. Enfin, c'est des pensées qui me rendent super triste, Ouais, hem et en fait, faut pas rentrer là-dedans et là, faut juste travailler sur: «OK, bah, ce que tu as, c'est de l'anxiété. Ça c'est pas très agréable, c'est pas cool, mais ça va passer, ça sert à rien de lutter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on ouvre la boîte à outils de ce qui fonctionne pour toi. C'est différent pour chaque personne, il faut tester des choses, mais moi, la respiration fonctionne bien, aller marcher, ça fonctionne bien, faire du yoga, ça fonctionne bien, s'activer physiquement, faire du sport, je sais que ça, c'est pas évident et moi, mon premier trouble anxieux, on me disait beaucoup: «Faut faire du sport», mais en fait, dès que je montais 2 étages, j'avais l'impression que j'allais crever donc ça ne marchait pas, mais voilà, si on y arrive, ça aide, hem et c'est des conseils qui paraissent, cons. Enfin, ouais, en quoi aller juste faire un footing, ça va m'aider? Enfin, c'est quand même beaucoup plus grave que ça mon problème et je m'inquiète de vraies choses. Mais dans ces moments-là, il faut réussir à se dire: «Non, rentre pas là-dedans» et juste, mets-toi dans l'action, dans quelque chose d'un peu plus corporel aussi. ouais. Ouais, je me souviens que c'était très compliqué, de gérer ces conseils, de l'extérieur qui, même pour des gens qui sont experts, qui savent très bien ce qu'ils font. Je sais que si aujourd'hui je vais voir quelqu'un qui est en plein trouble anxieux généralisé, qui ne sait pas encore ce que c'est, qui vient tout juste de le découvrir et que je lui dis: «Bah là, en fait, si tu respires, ça va aller grave mieux». Je sais très bien que dans son regard, il y aura que de la défiance et du: «Mais, tu me prends pour un con ou une conne». Heu, mon problème est beaucoup plus grave que ça et je me souviens aussi que, j'avais un peu de la colère, dans ces moments-là où presque enfin, pas vraiment du désespoir, mais de me dire: «Mais c'est pas du tout adapté à ce que j'ai là maintenant, c'est pas du tout», et en fait, c'est après que j'ai compris que c'est au fur et à mesure, en s'entraînant, en l'intégrant dans sa vie. C'est en comprenant, en fait, en acceptant que le problème va pas être réglé du jour au lendemain et qu'il y a pas de solution miracle et que, bah, quand tu te rends compte après avoir arrêté des médocs, par exemple, que, bah, ça revient et que les médocs sont pas une solution, enfin, sont pas, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de médocs, mais c'est pas ce qui va supprimer les troubles de l'anxiété. S'il y a que les médocs et pas de suivi psychiatrique, psychologique, ça a aucune valeur, quoi. Mais quand tu te rends compte que ça revient régulièrement, et que tu te dis: «OK, en fait, il faut se mettre dans un mode combat, de long terme, quoi. C'est un marathon, c'est pas du tout un sprint». Petite phrase de connard un peu ça aussi. Mais, mais c'est vraiment, ça prend du temps, il faut pas s'en vouloir si ça prend du temps, il faut pas vouloir aux autres et comme tu dis, il faut essayer de te détacher autant que possible, des idées, préconçues un peu ou des idées automatiques de: «Ça va pas marcher, ça marche pas, je sens pas de changement, ça va rien arranger, ça va empirer» et cetera. Ouais. Mmh et après, en plus, enfin, tu vois, je sais pas pour toi, hein, mais là, je le dis maintenant, comme si, c'était évident, mais parce que là, on est sur du rationnel, on a une conversation et tout ça. Si quand ça m'arrive, et ça m'est arrivé encore, hier, tu vois, d'avoir, genre une grosse montée d'anxiété. Dans ces moments-là, ça me paraît ouais, je me dis encore: «Mais en fait, ça sert à quoi?» Enfin, je vais respirer, ça va juste passer mon problème, mais non, en fait. Donc pour moi, c'est encore difficile de l'intégrer, hein. Enfin, faut juste je crois qu'il faut se mettre en pilote automatique dans ce genre de moment. Genre non, enfin, voilà, fais juste ta respiration et on verra après, mais ouais, je sais pas toi comment tu passes ça, mais Ouais, non, je suis d'accord, la respiration pour moi, avant de le faire avec mon psy, mon psy m'a montré comment utiliser, cette appli, merveilleuse appli qui s'appelle Respire Relax, qui permet de faire, de la cohérence cardiaque notamment et en fait, avant ça, je l'avais déjà, mais juste, je me disais: «Bah, ça marche pas, c'est de la merde», en me disant: «Mais en fait, j'y arrive pas» et quand tu as les explications d'un thérapeute, c'est tellement plus simple, et tu le forces à le faire parce que tu es dans son cabinet, donc tu vas pas faire genre: «Bah, de toute façon, ça marche pas ton truc», enfin, tu vois? On n'a pas 12 ans, oui, quoi. oui. Donc on fait confiance, on suit, ce que nous dit le thérapeute, enfin, ce que nous conseille de faire le thérapeute et là, enfin, ce moment-là, j'ai senti physiquement, quelque chose, quoi et en me disant: «Putain, c'est vrai que ça m'apaise» et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris aussi que c'était pas juste, pour, comment dire? C'était pas juste pour tromper le cerveau, c'est qu'il y a un truc,
physiologiques qui se passent, Mmh. vraiment sur la sécrétion des hormones, etc. C'est ouf et c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que je suis un peu comme toi, j'ai tendance à vouloir reposer essentiellement sur la science et des choses prouvées et des choses qui s'expliquent rationnellement. Quand mon thérapeute m'a expliqué ça, sur la façon dont ça fonctionnait enfin, dans le corps, en fait, le fait de réguler le rythme de son cœur par la respiration, ça a un effet sur les hormones qui fait que ça apaise. Ça apaise l'anxiété, quoi. Ça, mais j'ai trouvé ça fou et ça a été une vraie révélation qui n'a pas été suffisante en soi, mais qui a été un énorme, je sais pas, un énorme soulagement de me dire, ben maintenant, les crises d'angoisse, je peux m'en sortir avec la respiration. Mmh. Je peux m'en sortir avec, je me lève et je vais faire un tour de pâté de maison. Tous ces trucs-là, qui paraissent vraiment anodins et qui paraissent un peu gadgets quand on les comprend pas, en fait, sont super importants, super utiles, quoi. Tu t'en sers encore toi de ces outils-là? Je m'en sers plus. En fait, enfin, la respiration aussi, je m'en sers, mais j'ai plus besoin d'appli. Je ne respire plus depuis 3 ans. La respiration, je l'ai arrêté, ça prenait trop de temps. Non, mais je fais ouais, des exercices de respiration quand je sens une vraie angoisse qui monte. Là, par exemple, je suis dans un espace de coworking. Généralement, quand il y a du monde dans un espace de coworking, je suis pas bien. Là, maintenant, ça va mieux, mais il y a tout un moment où je pouvais plus aller bosser. Il fallait que je bosse de chez moi parce que être avec d'autres gens dans un même bureau, ça m'oppressait, quoi. Mmh. Et en fait, dans ces moments-là, quand l'anxiété monte, la respiration m'aide vraiment, la cohérence cardiaque m'aide vraiment à m'apaiser et ça fonctionne. Et ça fonctionne même plus rapidement avec le temps. Plus, enfin, tu vois, avec l'entraînement, Ouais. avec, au début, il fallait absolument que je fasse bien mes 5 minutes avec 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et que je le fasse vraiment de façon très carrée avec l'appli, sinon j'y arrivais pas. Aujourd'hui, en 1 minute, c'est pas pour me la péter, mais en 1 minute, l'anxiété redescend parce que enfin, mon corps s'est habitué à ça, quoi. Ouais. Il sait un peu où je veux aller, je pense. Un truc Mmh. comme ça. Il y a un truc qui est top, en respiration, c'est sur l'appli, Petit Bambou, il y a la crise de calme. Mm. C'est dans la version gratuite de l'appli, c'est mon psy qui m'avait montré ça et c'est un truc de respiration qui implique d'inspirer, retenir la respiration et après expirer. Ça favorise apparemment les échanges gazeux, le fait de voilà et ça marche hyper bien. Pour le coup, c'est très rapide, et voilà, bon truc de soulagement immédiat, pour quand on se sent un peu submergé. Trop bien. Ouais, c'est un très bon point. Il y a une autre appli qui fait ça aussi, ça s'appelle Breathe Now. Donc voilà, gros passage là sur la respiration, mais c'est vraiment important. Je pense ça peut aider vraiment des gens qui nous écoutent et qui sont en trouble anxieux généralisé. Il y en a quelques-uns dans, euh, dans la fanbase. Non, on peut pas dire ça. Parmi les gens qui nous écoutent, on va dire ça comme ça. La commu des anxieux. La commu des anxieux, yes. Mmh. Non, parmi les gens qui nous écoutent, certains sont concernés par ça. Donc voilà. Euh, Yes. Et toi, après, tu as peut-être plus trop de temps et je pose des questions, mais c'est parce que ça Vas-y, m'intéresse. Enfin, j'ai tout le temps et encore une fois, puis j'oublie qu'on enregistre un podcast, j'ai l'impression qu'on discute ensemble, donc ça me fait plaisir, de partager aussi avec toi. c'est trop bien. Tu as pris toi, tu as eu un traitement, médicamenteux à un moment? Tu en parlais tout à l'heure, tu disais que c'était pas vraiment la solution ultime à tes yeux. Ouais. Alors évidemment, donc oui, effectivement, j'ai eu un traitement médicamenteux. Je suis absolument personne pour dire que c'est utile ou pas utile. Enfin, tu vois, je pense même que probablement que ça a été utile dans mon cas, que je l'ai pas vu, que j'ai l'impression que c'était une source de problème, alors que la source de mon problème, c'était mon trouble anxieux généralisé. Je l'ai pas très bien vécu parce que, en fait, bon, je vais raconter, enfin, je vais refaire un peu le contexte. En fait, j'ai découvert que j'avais un trouble anxieux généralisé. Je l'ai découvert au bout de 6 mois, mais je l'ai ressenti dès le début. J'avais l'impression que je risquais de tomber dans les pommes, enfin, de m'évanouir dans les transports, notamment à Paris, donc dans le métro, RER, etc. Et je me rendais compte que j'étais en permanence stressé, vraiment
contracté de partout. Tout était un défi, en fait, vraiment. Aller au travail était un défi, sortir de mon lit était un défi. Enfin, ça a pris une place vraiment de plus en plus grande jusqu'à ce que ça prenne le pas sur des choses que j'aimais bien d'habitude. Par exemple, je sais pas, aller au marché le week-end, prendre des verres avec les potes, et de me rendre compte que ces trucs-là qui me rendaient foncièrement heureux avant, euh, bah, étaient plus possibles parce que ça me faisait très peur. Et donc là, je me suis dit, bon, j'ai des vertiges. Enfin, en fait, je suis vraiment parti. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'être fils de médecin, ou de me dire, bah, c'est le corps qui va pas. Euh, je suis allé voir une médecin généraliste qui, évidemment, a fait son travail de médecin généraliste, c'est-à-dire voir ce qui va pas dans le corps, et voir si effectivement les vertiges sont dus à l'une ou l'autre chose. En fait, je suis arrivé dans son cabinet après avoir vu plein de spécialistes. J'ai collectionné les rendez-vous chez des médecins, en me disant, bah, j'ai forcément un truc grave, tu vois, avec l'espoir qu'on me trouve un truc pour que je comprenne pourquoi je vais pas bien, quoi. Vraiment, Grave. Tu connais c'est la vraiment. blague de l'épitaphe, je sais plus qui a fait cette blague, je vous l'avais dit. Tu vois? Je me Je projette l'avais bien vraiment dans ce dit. truc, moi. J'étais sûre, quoi, j'ai un truc, c'est juste qu'on le trouve pas, mais Ouais. bon, Mais dites-moi que j'ai une forme rare de maladie super grave, que je c'est ça, comprenne, c'est tu clair. vois. Et ça, vraiment, c'était. En gros, donc j'ai eu ces rendez-vous et tout le monde me disait, mais vous avez une santé de fer, en fait, faut arrêter de venir le voir. Genre, vous allez vraiment très bien, arrêtez, quoi. Et en fait, cette médecin, je sais pas si, enfin, tu vois, je veux pas faire de raccourcis, mais elle était plus jeune, peut-être un petit peu plus au fait des questions bah, de psychologie, de santé mentale, etc., que peut-être d'autres médecins qui n'avaient pas eu de formation à leur époque. Bon, c'est un raccourci que je me permets de faire et qui est peut-être totalement faux. En tout cas, cette médecin-là m'a dit que là, j'étais dans un état de trouble, a priori de trouble anxieux généralisé, que c'était pas à elle de le définir cliniquement parce que c'est pas son métier, enfin c'est pas sa spécialité, mais Mmh. qu'elle avait l'impression que voilà, j'avais en tout cas un trouble anxieux. Et j'étais dans un tel état de stress et j'étais tellement, en fait, j'étais presque en tétanie musculaire en permanence, enfin en paralysie musculaire, quoi, tellement j'étais crispé en permanence. Et elle a commencé par me prescrire du Xanax, euh, matin et soir pendant 2 semaines. Donc quand même costaud, quoi. Ouais. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point mes muscles étaient contractés, c'est que j'ai senti la décontraction, genre vraiment physiquement, quoi. Mais je l'ai ressenti vraiment très fort. Et en fait, elle m'a aussi prescrit un antidépresseur euh, à prendre sur le long terme. Et donc, je l'ai pris pendant 9 mois et elle m'a expliqué que c'était un traitement qui était quand même pas anodin, qui est pas très lourd, mais qui est pas non plus anodin. Et elle m'a expliqué que j'aurais l'impression que tout me coule un peu dessus, tu vois, que je serais pas trop sensible à ce qui se passe autour de moi. Je serais moins sensible, en fait, aux stimuli externes. Mais ce qui fait que je me sentirais peut-être aussi un petit peu en dehors de mon corps de temps en temps, quoi. Genre je suis pas sûr que c'est bien moi qui fais ça là maintenant. Tu vois, c'est ce genre Mmh. d'effet secondaire qui Ouais. peut arriver. Donc ça, je l'ai fait pendant 9 mois et en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, ça va grave mieux. Et ce qui était une erreur fatale, c'est que j'ai pas consulté en parallèle de psychologue ou de psychiatre. Mmh. Et, euh, et du coup, ça a été vraiment débile parce que, enfin, de ma part, euh, parce que je pense pas que les médicaments résolvent le problème. Et du coup, j'ai arrêté le traitement progressivement, accompagné par cette médecin. Et à la fin de ce traitement, ça a recommencé genre presque instantanément. Ouais. Euh, et là, c'est là que je me suis dit, OK, il y a un truc qui va pas. Euh, J'avais quand même vu une psychiatre, genre pour une séance, qui m'avait dit, Mmh. vous êtes probablement sujet à l'agoraphobie. On peut voir ça ensemble. Et en fait, je m'étais dit, mais j'ai pas les moyens d'aller chez le psy là. J'ai pas de thune, donc je peux pas faire ça. Et je suis resté, en fait, juste avec ce mot agoraphobie qui flottait un peu dans ma tête, sans vraiment savoir comment le traiter et tout. Et c'est seulement après que là, je me suis dit, ok, je pense que j'ai ce truc-là, l'agoraphobie. J'ai cherché des infos et ensuite, c'était la voie vers
vers la guérison pas à pas, quoi. Mais en tout cas, ça a pris du temps et après coup, je regrettais d'avoir pris les médicaments sans savoir ce que j'avais vraiment et sans faire le travail de psychologie. Je pense que les médicaments, ils ont un sens et qu'ils sont pas donnés à la légère. J'espère en tout cas. Je sais que moi, ils m'ont fait pas mal, ils m'ont fait du mal parce que j'avais l'impression d'aller mieux. En fait, j'étais pas tout à fait moi-même. Je sais pas. Je pense que j'aurais aimé avoir un suivi et que ce soit plus clair, en tout cas pour moi, que un suivi psychologique ou psychiatrique Mmh. était recommandé en parallèle du traitement médicamenteux, quoi. En général, c'est vrai que c'est ce qui marche mieux, quoi. Ouais, Coupler les 2 et ouais, ouais, bah, moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, enfin, le truc de la phase 2, ouais, tout est compliqué, tout est un défi, quoi. Tu as prononcé cette phrase et c'est vrai que c'est un quand tu es vraiment dans le cœur du truc, tu te dis, en fait, ouais, tout ce qui est normal, pour tout le monde, bah, moi, c'est juste, j'ai l'impression que tous les jours, je vais aller, faire un saut à l'élastique, quoi. Enfin, alors que non, tu vas juste au travail, quoi. Tu vas juste prendre le métro. Mais, exactement, ouais. ouais. Et c'est exactement ça, et c'est l'anticiper qui devient vraiment super pernicieux. Le sommeil, enfin, je dormais plus. C'était vraiment, j'ai eu des périodes vraiment hardcore dans lesquelles je pense beaucoup de gens peuvent se reconnaître parce que le trouble anxieux généralisé, c'est vraiment un stade quand même dont tu te souviens généralement, quoi. Mmh. Euh, et ce qui est dur aussi, je trouve, c'est l'entourage qui comprend pas parce que on a l'impression de l'extérieur que ça arrive du jour au lendemain, alors qu'en fait, c'est une souffrance qui est graduelle et qui arrive petit à petit et puis qui s'immisce dans le quotidien. Et je me souviens qu'on me disait que j'étais une feignasse, quoi. J'étais une feignasse, que je me bougeais pas, que j'avais tout le temps envie de dormir, que j'étais un petit vieux. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment des Mmh. trucs. Et ça reste et je peux en vouloir à personne parce que, bah, tu vois, c'est des réactions aussi. C'est pas des réactions ouf, mais c'est pas des réactions non plus, comment dire, euh, diaboliques, quoi. C'est pas un truc qui se veut méchant, mais c'est des trucs qui restent. Et derrière, tu te mets une pression pour te dire, bon, moi, j'ai vraiment pas envie que les gens ils pensent que je suis comme ci, comme ça. Tu finis par te définir par ton trouble alors que ça devrait pas être le cas, quoi. Ouais, Mm. ouais, bah, je comprends. Je pense que c'est on parle beaucoup enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites, pas forcément méchamment, mais, par rapport aux problèmes de santé mentale en général, de oui, il suffit de te bouger, machin, enfin, je pense qu'on entend ça de moins en moins quand même. J'ai l'impression que ça évolue beaucoup, moi, j'ai l'impression que personne dans mon entourage aurait l'idée de dire à quelqu'un, qui traverse une dépression, «Ouais, mais bon, en même temps, faut que juste que tu fasses un effort». Enfin, Peut-être que tu as su bien mais, t'entourer aussi. Mais, ouais, j'ai sans doute de la chance effectivement d'avoir des personnes, assez, un minimum éduquées sur le sujet et même, je trouve que la génération de nos parents, enfin, on a le même âge à peu près toi et moi, donc la génération de nos parents, heu, pour, heu pour beaucoup d'entre eux, aller voir un psy égale «tu es fou». ouais, Peut-être surtout pour les hommes parce qu'il y a un truc, aussi de virilité qui se joue là-dedans, hem, voilà, tu as pas le droit d'exprimer des émotions, tu as pas le droit d'être faible, d'autant plus quand tu es un mec. Moi, j'ai eu la chance, de que ma maman, elle soit hyper compréhensive, qu'elle me soutienne beaucoup, qu'elle m'encourage à aller voir un psy et tout ça. Dans mon entourage, c'est pas toujours le cas. Enfin, j'ai des potes, ils cachent à leurs parents qu'ils vont voir un psy parce que leurs parents, ils comprendraient pas. ouais, ouais, c'est ouf. Après, qu'un parent ne comprenne pas dans le sens, ça fait du mal de savoir que son enfant doit aller, tu vois, doit avoir une thérapie éventuellement, mais je pense comprendre que c'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on l'entend, c'est plus genre comment ça tu vas voir un psy? Oui, oui, c'est T'es pas ça. Non, fou? bah, évidemment, ça fait du mal. Enfin, c'est normal que ça fasse du mal, Ouais, de voir quelqu'un qu'on aime et qui souffre, bien enfin et de sûr. se sentir impuissant à l'aider. Ouais. Donc ça, oui, oui, je parle plutôt du fait de, ouais, vraiment faire la démarche d'aller voir un psy et Hmm. Ouais. Ouais, non, mais je pense que en fait, moi, il y a des choses qui m'ont quand même pas mal frappé.
pas forcément dans mon entourage proche, hein, parce que c'est plutôt compréhensif aussi de mon côté, mais euh, de voir que, je sais pas, certaines personnes n'envisagent même pas, tu vois, genre qui vont parler de quelqu'un d'autre, ouais, bah il est pas venu à la soirée, trop relou, c'est quand même la 5e fois ce mois-ci, qui vont pas aller plus loin, qui vont pas essayer de comprendre ce qui se passe, qui vont tout de suite se dire, bah en fait, pas fiable, on peut pas compter sur cette personne, euh, et qui vont pas même pas se dire à un moment, bah, peut-être qu'il y a un problème en fait. Peut-être que Ouais, cette personne ne va ouais, pas c'est clair. bien. Et ça, je trouve que, en fait, je trouve ça assez fou que même si, évidemment, il faut pas essayer, je pense, de se mettre à la place de tout le monde en permanence, euh, avant de rentrer dans le jugement et avant de se dire, bah, voilà, encore une fois, il a pas fait ci, elle a pas fait ça, il ou elle s'est pas bougé le cul. Bah, peut-être qu'il y a une raison et peut-être que c'est la personne qui en est la plus triste, c'est justement la personne qui s'est pas Ouais, bougée tout à fait. pour aller quelque Mmh. part, pour faire quelque chose, pour trouver du boulot, pour, je sais pas, ouais. Ouais et c'est vrai qu'un truc, enfin moi, avec au début, à cause de l'anxiété, je mettais énormément de faux plans aux gens, quoi. Mm. Enfin, au dernier moment, j'annulais des trucs, Ouais, et oui, bah, je comprends, mes potes, ça les faisait chier, surtout que j'étais incapable de mettre des mots non plus dessus, donc je les aidais pas non plus trop à comprendre, mais ouais, après, je sais pas, tu vois? Moi, je trouve qu'effectivement, il y a des gens qui comprennent pas ça et moi, j'ai des gens dans mon entourage, des amis, j'ai l'impression que ouais, je sais pas comment ils font, tu vois? Bah, c'est ceux qui vont chercher le popcorn normal, quoi, heu et heu et j'aimerais bien être eux, quoi et ouais et eux, c'est des gens qui parfois, qui vont tenir des propos blessants sans le vouloir, de dire: «Ah ouais, moi, je comprends vraiment pas comment on peut être en dépression. Je comprends vraiment pas comment on peut avoir des pensées suicidaires». Tant mieux pour eux et je leur souhaite pas de traverser ça, mais quand on entend ça, ça peut faire du mal et en même temps, ces amis-là, j'ai appris à prendre ce qui me fait du bien chez eux, dans le sens où c'est des gens avec qui je vais pouvoir me sentir normale. Pas parler de ça, oublier que moi j'ai mes problèmes, faire la fête, faire des plans, des trucs légers et après il va y avoir d'autres amis qui sont plus ressources, qui sont des gens qui comprennent, qui généralement, bah, eux-mêmes ils ont eu leur lot de de merde ouais, donc ils vont moins juger, ils vont pouvoir plus écouter et ils vont m'aider autrement. mm, Je pense que j'ai appris, grâce à ça, à pas attendre des gens plus que ce qu'ils pouvaient me donner sur ce plan-là. Et du coup, je vis mieux et je me sens moins en colère aussi. Parfois, je peux avoir une colère vis-à-vis de potes qui comprenaient pas, qui maintenant ça c'est un peu derrière moi et ouais, donc tu vois, ça m'a fait gagner cette sagesse-là. carrément, C'est ouais, carrément, faut reconnaître des choses. Ce qu'on traverse aussi, ça nous permet de mieux nous connaître, d'apprendre des choses sur nous-mêmes, sur, ça fait grandir dans la douleur, hein. On est enfin voilà, ce serait mieux de pouvoir, s'en passer mais ça permet d'apprendre. à fond. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et tu disais, j'aimerais bien être eux, ceux qui se posent pas de questions. Et, ouais, moi, bah, il y a des moments où on voudrait pouvoir genre juste activer un truc genre un petit switch. Je vais être comme Ouais, ça le bouton pendant, pause, quoi. ouais, Ouais, je c'est vais être clair. comme ça pendant un week-end. Là, je vais juste me poser aucune question. Ça n'arrive pas. Mais effectivement, à choisir, ça peut paraître vraiment fou de dire ça, mais je préfère avoir des problèmes avec mon anxiété que ne me poser aucune question dans la vie, quoi. Alors évidemment, Ouais, je personne ne m'a demandé de faire ce choix, donc c'est une réflexion qui n'a pas forcément d'importance, mais euh, je me dis, ça m'a quand même ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça m'a permis de me poser les bonnes questions pour savoir comment j'ai envie de vivre, avec qui, où. Ouais, ça m'a été utile, quoi, ouais, ouais, je te rejoins. étonnamment. Mmh Mais et après, tu vois, moi, ceci dit, maintenant, ça me fait ça, tu vois, parfois, comme je suis en bonne phase de rémission, là, il y a des fois où je vais passer, un week-end entier, voire, tu vois, quelques jours, là, sans avoir de pensées, compliquées, sans ressentir, d'anxiété et tout et en fait, le moment où ça revient, je me dis: «Ah putain, merde, là, j'étais trop bien, là, c'était trop cool». Je vivais la vie simplement à juste faire mes trucs et profiter de mes loisirs et merde, ça revient, c'est chiant, ça, c'est un peu relou. Ça, c'est un truc encore difficile à chaque fois de pas, heu
réagir hyper négativement dès que je ressens de nouveau de l'anxiété. Ouais. Ah putain, je pensais que c'était passé là et c'est de nouveau là, ça c'est pénible. Pardon, j'ai beaucoup de gros mots, mais Non, t'inquiète. J'ai pas encore de sponsor. Donc tout va bien. Je peux même citer des marques si tu veux. Franchement, pas de problème. Euh, non, mais ouais, c'est super frustrant ces moments-là. En fait, ouais, d'avoir l'impression que ça revient, de se dire, mais c'est toujours là, en fait. Qu'est-ce qui va pas? Ouais. Mais ça permet aussi, je trouve, tu peux le voir de plein de façons différentes. Tu peux te dire que ça te permet d'apprécier les moments où il n'y a pas. Tu peux te dire que, bon, je sais pas, que ça te permet de mieux mettre en relief certaines situations, certaines pensées, certains phénomènes. Ouais. Tu peux le voir de la manière la plus philosophique qui soit, mais le moment où tu peux le voir d'une manière philosophique, c'est que tu as déjà fait, je trouve, un grand pas, c'est que tu t'es oui, sorti du trouble anxieux tout à fait. généralisé et Ouais. que tu t'es sorti de l'alerte générale, quoi. Mmh. Ouais. Bon, c'est trop cool. Je suis vraiment trop content d'avoir parlé de ça avec toi. Merci. Bah, moi aussi, c'était trop cool. J'ai envie de te faire un câlin, c'est un peu frustrant la distance parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, et c'était chouette. C'est la fin de cet épisode. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à suivre ce podcast pour avoir accès à d'autres témoignages. Merci et à bientôt.